Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de Pierre Bellemare qui s'appelle Crime dans la soie. Donc, restez là. Crime dans la soie est un livre de Pierre Bellemare et Jean-François Namias qui est sorti en 2004, dans lequel nous sont relatées sur 537 pages une trentaine d'affaires criminelles, mais qui ont lieu dans le monde de la haute société. On voyage entre la Chine, Hollywood, le Japon, la Transylvanie, et avec tout statut. Il y a des marquis, il y a des seigneurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des acteurs, il y a des femmes de ministres, il y a vraiment de tout. Pour ceux qui ignoreraient qui était Pierre Bellemare, c'était un animateur TV radio, un écrivain et un conteur inimitable. Vous avez notamment pu le voir dans son émission Les Enquêtes Impossibles, qui était diffusée sur RTL 9, sur NT1 et plus récemment sur TFX. Sachez que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a écrit de nombreux livres, donc ce n'est vraiment pas exclu qu'à l'avenir je parle de nouveau d'un de ses livres dans une vidéo. Alors le livre commence avec un avant-propos qui nous met vraiment bien dans le bain et qui est l'illustration parfaite de la cupidité humaine. Pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est l'histoire de deux frères qui s'allient entre eux pour tuer leur sœur afin que, quand leurs parents meurent et leur lèguent un héritage, l'héritage ne soit que divisé en deux et pas en trois. Voilà. Ça nous donne déjà un bon aperçu de ce que sera le contenu du livre. La première affaire qui nous est racontée n'est autre que celle qui concerne O.J. Simpson. Vous avez forcément dû déjà en entendre parler tant cette histoire a été médiatisée. Si tel n'est pas le cas et que vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille une vidéo de Victoria Charlton qui est très bien sur le sujet. Elle dure un peu plus d'une heure, c'est vraiment bien expliqué. Je vous conseille vraiment d'aller la voir si vous voulez connaître vraiment l'histoire et que vous n'avez pas forcément envie de lire le livre. Donc, cette histoire, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont Pierre Bellemare nous décrit le procès, qui pour moi était une véritable mascarade, avec des avocats mais véreux. Il y a même une phrase qui a été prononcée par l'un des avocats que malheureusement j'ai pas notée, mais ça voulait clairement dire, avec cette affaire, je peux me faire un nom, je peux me faire une réputation et je peux lancer ma carrière. Ça vous donne une petite idée de ce qu'a pu être le procès, hein. Mais justement, j'ai bien aimé la manière dont c'était décrit. On avait vraiment l'impression d'être à ce procès. On pouvait vraiment imaginer les différents avocats qui parlaient, comment que la presse à l'extérieur relatait l'événement, etc., etc. Même certaines histoires qui m'ont agacée, justement à cause de la cupidité humaine, notamment la troisième qui s'appelle Le Club des jeunes milliardaires, qui m'a totalement sidérée par rapport au mobile du meurtre. C'est tellement incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de reportages qui avaient été faits sur cette histoire. Si vous tapez le club des jeunes milliardaires dans Google, je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui s'y relate. Mais c'est totalement mais incroyable. Il n'y a même pas de mots pour décrire réellement. Je trouve même pas les mots, quoi. Tellement cette histoire m'a... C'était ridicule, voilà. Je vois pas comment dire autrement, c'était ridicule. Et l'histoire suivante, qui s'appelle Ce charmant monsieur Dupont, donc Dupont en deux mots, ça prouve à quel point l'argent peut endormir la méfiance des gens. Cet homme a réussi, avec une poignée de dollars, à endormir la méfiance du shérif, des personnes haut placées de la commune. C'est sidérant à quel point, quand on a de l'argent, on paraît inoffensif aux yeux des gens. C'est dingue. Je vous assure, cette histoire, c'était... Avec quelques dollars, voilà. On oubliait que cet homme pouvait être mauvais. La plus longue histoire, je crois, c'est l'affaire Bulot. Dans le livre, elle fait, je crois, une quarantaine de pages. Enfin, moi, sur l'application, elle en faisait 70, donc je suppose que dans le livre, elle doit faire une quarantaine. Je la connaissais vaguement parce que j'avais déjà vu un reportage dans une
émission qui s'appelait Crime en haute société, justement. Et je trouvais que le reportage était plutôt à charge par rapport à l'histoire quand je l'ai lu, justement. Et cette histoire est tellement frustrante parce que tout au long de la lecture, on n'arrive pas à se faire un avis. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, c'est forcément lui le coupable. Il y a pas de discussion, c'est lui. Puis 5 minutes après, on avance dans la lecture et puis on se dit, ah bah non, finalement c'est pas lui. Puis 5 minutes après, on se dit, bah si, ça peut que être lui, là il y a toutes les circonstances. Et c'est comme ça tout au long de l'histoire. On passe du pour au contre, au pour au contre, et à la fin, on ne parvient absolument pas à se faire un avis. Je vous assure, c'était frustrant parce que il y a des éléments qui sont amenés au fur et à mesure, en fait, du procès. Là aussi, le procès est vraiment bien décrit. En fait, l'histoire nous raconte la vie des Bulots avant, pendant, après. Donc, après, c'est le procès. Et voilà, les éléments sont amenés à tel point qu'à la fin, on se dit, ça peut être lui, mais en même temps, il y a des circonstances qui font que peut-être il n'a absolument rien à voir dans l'histoire. Et c'est tellement bien écrit, on sent que Pierre Bellemare n'a pas écrit, j'allais dire, à charge contre le présumé coupable. C'est vraiment laisser le lecteur se faire sa propre idée. Je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. La 10e histoire, bien que courte, m'a un peu choquée parce qu'elle relate l'histoire d'une femme qui se voit affublée d'une réputation de prostituée alors qu'il n'en est rien du tout, au simple motif que son mari n'a pas supporté la rupture et le fait qu'elle ait eu la garde exclusive de leur fille. Donc en fait, cet homme qui a de l'argent a réussi à corrompre la justice, la police, des juges. Enfin, c'est incroyable quand je vous dis que l'argent peut tout acheter. Ça en est vraiment la preuve. Cette histoire en est vraiment la preuve. Il y a aussi l'histoire qui s'intitule Les 2G, qui parle de la mort célèbre de Maurizio Gucci, dont vous avez forcément dû entendre parler aussi. Cette histoire a été médiatisée, forcément c'est les Gucci. Elle est courte, mais dedans, nous expliquer comment le Guccio Gucci, donc le créateur de la marque, a fondé donc son entreprise et comment au fur et à mesure du temps, il a réussi à monter toute sa famille les uns contre les autres, donc les enfants, les petits-enfants, etc., etc., à tel point que ça a donné un climat haineux au sein de cette famille qui a fait carrément éclater la famille. Là aussi, un reportage dans Crime en haute société avait été réalisé sur le sujet. Vous pourrez facilement le retrouver soit sur YouTube, soit sur Dailymotion. Des fois, ils sont sur Dailymotion, plus que sur YouTube, puisque YouTube a tendance à plus bloquer certaines vidéos. Une autre histoire que je connaissais déjà est l'affaire concernant Madame Caillot. En commençant à lire, je me suis rappelé que cette histoire avait été racontée par Christophe Ondelat dans son émission Ondelat raconte sur Europe 1. D'ailleurs, vous pouvez trouver le podcast également sur YouTube. Donc je connaissais déjà cette histoire, mais j'ai été ravie de la retrouver sous la plume de Pierre Bellemare. Et donc, il nous raconte comment la femme du ministre de 1914 en France, donc Madame Caillot, a assassiné le directeur du Figaro. Cette histoire nous montre juste à quel point la presse à scandale existait déjà en 1914 en France et à quel point la presse peut détruire des gens. Il faut savoir que cette femme avait tellement peur que son mari règle ses comptes et ne fasse quelque chose de dommageable pour lui qu'elle a préféré prendre les devants et résoudre entre guillemets le problème elle-même. Voilà. Donc c'est vraiment à quel point la presse peut détruire quelqu'un mentalement déjà en 1914. Et la dernière histoire, il fallait vraiment que je vous en parle parce que c'est vraiment la meilleure façon de terminer ce livre. C'est la plus horrible pour moi, la plus insignifiante, sanglante et incompréhensible que j'ai pu lire. C'est la folie humaine à l'état pur.
Donc cette histoire, qui est nommée La Comtesse Dracula, nous raconte comment Erzsébet Báthory, une comtesse de Transylvanie, qui est donc une région de Roumanie, était tellement obsédée par la jeunesse et avec cette peur de voir sa peau se rider, a décidé, sous le conseil de 3 personnes, dont une voyante, de faire venir des jeunes filles paysannes au château, en leur faisant miroiter un métier de servante. Mais ces pauvres jeunes filles ont été assassinées pour que Erzsébet Báthory puisse se baigner dans leur sang, pensant que ce bain allait dérider sa peau et lui faire avoir 20 ans pour toujours. Forcément, voyant que ça ne marchait pas, sur les conseils d'une pseudo-voyante, elle a décidé ensuite de faire appel à des filles de familles nobles. Jusque-là, les familles de paysans qui n'avaient plus de nouvelles de leurs filles ne s'inquiétaient pas. Voilà, il y avait des rumeurs, mais voilà, c'était une comtesse, on ne pouvait pas vraiment l'atteindre. Sauf que les familles de nobles, s'étant rendues compte que leurs filles ne leur donnaient plus de nouvelles, ont fini par alerter les autorités. Des enquêtes ont été menées, et c'est là qu'on a découvert le charnier qui se passait dans ce château. Donc, cette histoire, si jamais vous voulez en savoir plus, Franck Ferrand a fait un podcast sur Europe 1 à l'époque, dans son émission Au cœur de l'histoire. Là aussi, vous le trouverez facilement sur YouTube, je pense. Donc, Erzsébet Báthory n'a pas vraiment été condamné. En fait, ses 3 complices ont eu des peines de prison, mais elle a eu comme sentence d'être emmurée dans sa propre chambre. Donc en fait, on a emmuré les fenêtres, on a laissé juste une petite meurtrière pour laisser passer un tout petit peu de lumière. Et pour la porte, c'est pareil, on a emmuré la porte, on a laissé juste l'espace nécessaire pour faire passer un plateau. Et le seul objet qu'elle avait le droit d'avoir dans sa chambre était un miroir pour se voir vieillir. C'était un petit peu sa sentence, se voir vieillir. Ne supportant pas cette situation, Erzsébet Báthory est morte 3 mois après. En résumé, on retrouve vraiment bien l'intonation de Pierre Bellemare dans ce livre. J'ai envie de dire parfois même, on a l'impression de l'entendre lire ces phrases, tellement c'est bien écrit. Les détails sont vraiment bien dosés, on ne tombe pas dans le morbide, le sanglant, etc. Pour ce qui est des procès, ils sont vraiment bien détaillés. Pareil pour la vie des victimes ou des criminels. C'est vraiment bien détaillé. Ce qui fait que parfois on arrive presque, j'allais dire, à en trouver des circonstances atténuantes aux criminels. Parce qu'on se rend compte que l'entourage avait des soupçons, savait des choses, mais n'a rien fait. Donc voilà. Donc l'entourage est tout aussi coupable au final que la personne qui a commis l'acte. Si vous aimez le style de Pierre Bellemare et que vous aimez les histoires criminelles qui se passent réellement encore plus dans le monde de la haute société, ce livre est fait pour vous, je vous le conseille. Même si vous aimez juste les histoires criminelles sans aimer Pierre Bellemare, franchement, vous serez pas déçus en le lisant, c'est un très bon livre. Certes, qui est très long puisqu'il fait 537 pages, mais ça se lit tout seul, j'ai envie de dire. C'est bien écrit et on retrouve vraiment la plume de Pierre Bellemare. Donc voilà, c'était mon avis sur ce livre Crime dans la soie. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est toujours bien d'avoir d'autres avis. Sinon, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!